Maintenant, on va passer à quelque chose de nouveau en médecine. C'est médecine de précision en diabétologie et la différence entre l'homme et la femme, qui est débattue par le professeur Barros. À vous la parole, professeur Barros. Chers collègues, honorable assistance, bonjour. Donc, tout d'abord, je remercie les organisateurs, donc nos amis, nos collègues de l'association, de nous avoir invités pour animer cette conférence. Donc, on sort un petit peu de l'ordinaire pour parler de la médecine de précision. Donc, on passe la médecine personnalisée vers une médecine de précision. Et le challenge, c'est de voir est-ce qu'il y a en réalité une différence entre la diabétologie de la femme et la diabétologie de l'homme. Donc, pour l'instant, les guidelines ne précisent pas cette différence, mais dans les années à venir, vous allez voir que sur le plan physiopathologique, sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique, il y a des différences notables entre la femme et l'homme. Donc, mon plan, on va voir ensemble le diabète de type 2. Est-ce que la susceptibilité au diabète est la même? Est-ce que les facteurs de risque métabolique impactent différemment les hommes et les femmes? Est-ce qu'en matière de diagnostic, lorsqu'on diagnostique un trouble de la tolérance glucidique, il y a une différence entre l'homme et la femme? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui caractérise le diabète dans les deux sexes? Les complications du diabète de sucré, est-ce que sont les mêmes entre les femmes et l'homme? Est-ce que lorsqu'on donne un traitement classique avec les guidelines qu'on a vus, est-ce qu'il y a une différence entre la réponse au traitement entre les hommes et les femmes? Et dans le diabète de type 1, donc, est-ce qu'il y a des différences entre les profils cliniques, métaboliques, complications et comorbidités? Donc les traits métaboliques sont différents, donc il y a une hormonologie qui est différente. Par contre, ce qu'on doit préciser, c'est que chez l'homme, il y a plus de masse maigre, donc il y a plus de protection sur ce plan, plus de masse maigre. Par contre, il y a une vulnérabilité par rapport à la présence de la graisse ectopique qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme, parce que la femme, elle a un réservoir, c'est l'obésité gynoïde. L'homme, il n'a pas de réservoir, donc s'il y a un excès de graisse, ça sera en ectopique. Voilà. L'oxydation des acides gras non estérifiés. Chez l'homme, puisqu'il y a un métabolisme de base qui est plus important que chez la femme, il y a plus de masse musculaire, il brûle plus au repos. Par contre, la femme, elle brûle plus à l'exercice. L'oxydation au glucose, elle est plus importante pendant l'exercice. Vous voyez que lors de l'exercice, il y a un besoin d'efficacité plus que chez l'homme que chez la femme, donc il consomme plus de glucose parce que l'homme il a besoin de plus de rapidité lorsqu'il fait un effort. Et donc la glycémie à jeun, elle est plus importante chez l'homme, donc il y a un métabolisme de base qui est régulé différemment. Par contre, la femme, elle a une vulnérabilité de la sécrétion insulinique pendant le stress, il y a plus d'augmentation de la glycémie postprandiale. Donc les facteurs de risque, la femme, il y a deux situations. Elle est bien protégée avant la ménopause. Les œstrogènes, ils protègent, ils augmentent la sensibilité à l'insuline, la sécrétion de l'insuline, ils améliorent le métabolisme glucidique, certes. Il y a ce réservoir de graisse glutofémorale, et ce réservoir de graisse, la graisse glutofémorale n'est pas active, donc c'est de la bonne graisse. Ce n'est pas un tissu adipeux actif, ce n'est pas un tissu adipeux inflammatoire, c'est un tissu adipeux gentil. Il n'est pas délétère. Donc, même si elle prend plusieurs kilos au niveau glutofémoral, il n'y aura pas d'impact métabolique. Par contre, ça maintient la procréation. C'est pour ça que même dans les périodes de famine, donc on voit dans les périodes de famine, on voit une femme avec un nouveau-né. Il y a toujours la persistance de l'espèce qui est importante. Et ce qui est également important chez la femme, c'est qu'elle a plus de tissu brun, tissu adipeux brun, qui a des profils métaboliques bénéfiques. Donc plus de sensibilité à l'insuline, plus de sécrétion d'adiponectine et plus de tissu adipeux brun. Par contre, si elle switch à la ménopause, tout devient dans la zone rouge. Parce qu'elle aura une graisse qui est anormale. Lorsqu'elle fait sa ménopause, la graisse, elle devient abdominale. Elle est plus vulnérable à la graisse abdominale que l'homme. Elle perd toute la protection. Si elle prend 1 kg de graisse comparé à une prise de 1 kg de graisse
en graisse abdominale comparé à l'homme, le 1 kg pris par la femme, il est plus délétère que le 1 kg pris par l'homme. Parce qu'elle n'est pas adaptée donc, à prendre de la graisse au niveau abdominal ou au niveau ectopique. C'est pour ça que dès qu'il y a un déclin de la sécrétion oestrogénique avec la ménopause, il y a tout le profil inflammatoire qui va démarrer. Il y a plus d'inflammation de bas grade, plus de profil métabolique délétère, plus de comorbidité, plus d'hypertension, plus de profil lipidique délétère. L'axe incrétine, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? C'est une bonne question. Les femmes, avant la ménopause, ils ont une sécrétion incrétine plus importante, de 20% par rapport à l'homme. Donc, elles sécrètent plus d'hormones digestifs qui ont des vertus donc, bénéfiques sur le métabolisme glucidique que vous connaissez, diminution de la prise alimentaire au niveau central, et amélioration du poids et du profil métabolique. Par contre, si je prends, dès qu'il y a un prédiabète, donc on rentre dans les troubles de la tolérance glucidique, le déficit incrétine, il devient plus important chez la femme que chez l'homme. Donc elle perd le bénéfice et la perte de la sécrétion des hormones incrétines est plus importante chez la femme lorsqu'elle commence un dérèglement glycémique. Donc avant la ménopause, en normoglycémie, c'est bien, mais indépendamment, ménopause, non ménopause, si elle fait un trouble de la tolérance glycémique, voire même un diabète gestationnel, l'axe incrétine, il va progresser dans le négatif plus rapidement que chez l'homme. Après, c'est la testostérone. La testostérone, elle est bénéfique chez l'homme, elle augmente la sécrétion d'insuline, la captation du glucose, la sensibilité, elle diminue l'inflammation. Ça, c'est important. C'est pour ça que chez les hommes qui ont un déficit en hormones, donc en testostérone, les hypogonadismes chez l'homme exposent à la prise de poids, à l'adiposité abdominale, au profil métabolique délétère, à l'hypertension, au diabète et tous les troubles métaboliques. Par contre, si je prends cette même testostérone chez la femme, elle a un impact négatif. C'est pour ça que dans les syndromes des ovaires polykystiques, vous avez plus d'hyperinsulinisme, plus de sécrétion inappropriée d'insuline, plus de stress oxydatif, plus de dysfonction des cellules bêta. C'est pour ça que les sociétés savantes, et notamment américaines, considèrent le SOPK comme un état pré-diabétique. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Donc la testostérone chez l'homme, elle est bénéfique, mais chez la femme, elle est délétère. En résumé, donc BMI, c'est pas très important. Par contre, tour de taille, c'est très important. La femme, elle est plus vulnérable à la prise. Une femme non ménopausée, jeune, qui prend du poids au niveau abdominal, va faire plus de complications que l'homme, pour les mêmes kilos pris au niveau abdominal. Foie et maladies métaboliques, et la femme, elle est particulièrement vulnérable à la prise de graisse au niveau hépatique et à la maladie hépatique non alcoolique. Donc elle fait plus d'hépatopathie non alcoolique, surtout chez les femmes qui démarrent une dysglycémie. Elles vont faire plus de stéatose hépatique, et également la fibrose, elle est plus accélérée chez la femme que chez l'homme. Le diagnostic de la dysglycémie, deuxième volet, est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Non. Donc l'homme, il a plus de résistance hépatique, donc il fait plus de glycémie à jeun élevé. Donc si vous voulez diagnostiquer une hyperglycémie, donc les hommes font plus de prédiabète, les hommes font plus d'hyperglycémie à jeun que les femmes. Par contre, les femmes font plus d'intolérance au glucose. Elles sont plus vulnérables à la situation de stress. Donc elles sécrètent moins d'insuline lorsque le corps il est stressé, le pancréas il est stressé par un repas. Donc finalement, en matière de diagnostic des états prédiabétiques, si vous voulez faire le diagnostic du prédiabète chez l'homme, vous pouvez utiliser la glycémie à jeun, l'HbA1c, la GPO, comme recommande. Par contre, pour les intolérances aux hydrates de carbone, j'insiste, il faut faire une HGPO chez la femme, parce que si vous faites une glycémie à jeun seulement ou une HbA1c, vous allez méconnaître beaucoup d'intolérance au glucose, c'est-à-dire des glycémies entre 140 et 199 mg par décilitre. C'est une particularité chez la femme, donc la GPO, elle est nécessaire chez la femme. Vous voyez que l'homme, il fait plus d'hyperglycémie à jeun, et la femme, elle a une mauvaise captation du glucose. Donc il y a une résistance des tissus périphériques chez la femme, donc elle fait plus d'intolérance aux hydrates de carbone.
Les complications, est-ce qu'on a les complications macrovasculaires? C'est une question très intéressante. Est-ce que pour les maladies cardiovasculaires, les femmes, il y a une différence? En absolu, on n'a pas le temps de discuter tout ça, mais en absolu, les hommes font plus de maladies cardiovasculaires que les femmes. Il y a plus de maladies cardiovasculaires chez les hommes. Par contre, en relatif c'est quoi? En absolu, c'est les hommes versus femmes. En relatif, c'est la femme diabétique par rapport à la femme non diabétique. Donc le risque, il est plus important chez la femme. Dès qu'il y a un diabète, tout change. Dès qu'il y a un diabète, la femme va faire plus de complications que l'homme. Donc en situation, dans la population générale, les hommes font plus de complications macrovasculaires que les femmes. Mais dès qu'il y a une dysglycémie, c'est ça on ne comprend pas. Dès que la femme commence à faire un prédiabète, un niveau un petit peu élevé de glycémie, elle va vers le rouge. C'est pour ça qu'elle ne doit pas faire un prédiabète, elle doit être dans la normoglycémie pour bénéficier des avantages. Et dès qu'il y a une petite augmentation de la glycémie, elles vont faire de l'athérosclérose plus accélérée, plus d'événements, plus de mortalité, plus de profil inflammatoire, et également donc plus de complications macrovasculaires. Donc les femmes par rapport aux hommes, donc plus d'insuffisance cardiaque, plus de maladies cardiovasculaires et plus de mortalité cardiovasculaire. Les complications microvasculaires, la rétinopathie c'est identique. Par contre dans le rein c'est compliqué. Peut-être M. Heddoumi peut nous dire un commentaire sur ça. Il y a le déclin, il est plus fréquent chez la femme, c'est les séries de malades. Par contre l'albuminurie elle est plus importante chez l'homme. Par contre, pour la douleur neuropathique, je parle de douleur et non pas d'ulcère, ou de la douleur neuropathique, les femmes, elles ont plus de douleur, elles sont plus plaintives par rapport à la douleur. Et pour les problèmes de pied, vous connaissez, les hommes font plus de problèmes podologiques et plus d'amputations. Le traitement. Là, on traite tout le monde de la même façon et on espère avoir les mêmes résultats entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est vrai? Non, malheureusement, la médecine, c'est compliqué. Et finalement, si je prends la metformine qu'on utilise largement, pour le poids, les femmes répondent mieux que les hommes. Par contre, pour l'effet métabolique, les femmes sont plus résistantes. Donc la réponse chez l'homme, vous voyez un petit peu la différence. Parce que les hommes, ils ont plus de glycémie à jeun élevé, et parce qu'il y a une résistance hépatique. Donc si je donne la metformine qui a un impact hépatique, les hommes vont bénéficier le plus. Par contre, sur le poids, sur le tissu adipeux, il y a plus d'action chez la femme, et donc elles perdent plus de poids. Donc moins de réponses sur le plan métabolique, mais plus de réponses sur le poids chez la femme que chez l'homme. Et ça, c'est très intéressant. Les sulfamides qu'on utilise, malheureusement, on n'utilise pas beaucoup les nouvelles thérapeutiques. 80% de nos patients ou plus utilisent des sulfamides hypoglycémiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a une même réponse? La réponse est non, malheureusement. Les hommes sont plus sensibles aux sulfamides que les femmes. Il y a une mauvaise réponse aux sulfamides hypoglycémiques chez les femmes. Vous prenez un petit peu les figures, c'est des femmes non obèses, comparées donc aux hommes non obèses. Le bleu, c'est la réponse aux sulfamides, et le rouge, c'est la réponse aux thiazolidindione, donc aux insulinsensibilisateurs. Vous voyez un petit peu la réponse, je change de couleur. Donc le bleu, c'est la réponse aux sulfamides. Donc, elle est médiocre. Vous voyez un petit peu la réponse. Chez l'homme, elle est plus importante sur la courbe à votre droite. Le bleu chez l'homme, il est plus important, alors que les hommes répondent beaucoup moins au glitazone. Par contre, les femmes, elles répondent très peu aux sulfamides hypoglycémiques et elles ont une bonne réponse. Ça sous-entend que la femme, elle est plus insulino-résistante, surtout la résistance périphérique, des tissus périphériques. Et donc, il y a une mauvaise réponse aux sulfamides et une bonne réponse aux insulinsensibilisateurs proprement dit, qui sont les glitazones. C'est pratiquement la seule classe qui est insulinsensibilisatrice. Je vous rappelle que la metformine n'est pas réellement un traitement insulinsensibilisateur proprement dit. Donc si elle fait... Donc je vois ici les femmes obèses et les hommes obèses, la même chose. Donc il y a plus de réponses chez l'homme que chez la femme. Et donc il y a un problème. Donc elle perd le bénéfice si elle prend du poids. Puisqu'elle répond plus au thiazolidindione, au glitazone, si je réponds bien, donc je suis plus vulnérable aux effets secondaires des traitements
Et si je traite par les glitazone, il y a plus d'œdème et de prise de poids chez la femme que chez l'homme sous glitazone. Donc si on a la molécule et vous avez un risque de décompensation, les femmes, elles sont plus vulnérables que l'homme. Pour le GLP-1, la femme, elle bénéficie plus, il y a plus de réduction pondérale. La réduction de l'HbA1c, elle est identique, donc il y a plus de bénéfices sur le poids chez la femme. Par contre, si elle bénéficie sur le poids, elle fait plus d'effets secondaires. Donc il y a le bénéfice, mais il y a le prix à payer. Elle fait plus de nausées, plus de diarrhée, donc une moindre adhérence chez la femme au GLP-1 récepteur agoniste. Et pour les inhibiteurs SGLT2, vu la nature donc de l'anatomie de l'appareil génito-urinaire chez la femme, elle fait plus d'infections urinaires, génito-urinaires. Donc les infections génito-urinaires sous SGLT2, surtout les femmes. Mais par contre, les hommes font plus d'amputations donc dans les études. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on a vu, les conclusions donc, de ce qu'on a vu, les traits métaboliques qui sont différents, et également le profil des complications qui est différent et la réponse du traitement qui est différente. Donc est-ce que le diabète de type 1, il y a des particularités? Ça, je vous ai résumé 90 études sur pratiquement plus de 640 000 individus. Ce qui ressort de ces études, c'est que malheureusement, également, la femme, elle est pénalisée dans le diabète de type 1. Sous schéma intensifié, elle prend plus de poids. Il y a plus d'augmentation du BMI. Il y a également plus de dyslipidémie chez la femme que chez l'homme. Également, l'HbA1c, elle est meilleure chez l'homme que chez la femme. Il y a un problème de comportement. Vous voyez un petit peu les hospitalisations dans les services de diabétologie. Chez les jeunes femmes, c'est plus les femmes que les hommes. Donc, c'est 600 fois plus que chez la femme que chez les hommes, puisqu'il y a des comportements qui changent. Il y a les arrêts d'insuline, les cétoses fréquentes, donc il y a plus de cétose, plus de problèmes, et plus de complications aiguës, plus d'hospitalisation et moindre qualité de vie chez les patientes diabétiques de type 1. Ça, c'est comportemental plus que hormonal ou biologique, c'est le comportement qui est différent. La femme accepte moins les contraintes de la prise en charge du diabète de type 1 comparé à l'homme, donc ce qui fait qu'il y a une moindre adhérence et moindre persistance dans le traitement. Vous voyez qu'il y a plus de dépression, plus de troubles du comportement alimentaire, plus d'anxiété et même plus de suicide chez la femme diabétique de type 1 que chez l'homme. Vous voyez dans la deuxième conclusion, également il y a des différences. La femme, elle prend plus de poids, elle a plus d'hypertension artérielle, elle a un profil lipidique métabolique qui est moins favorable que chez l'homme. Après, sur l'équilibre glycémique, il y a un équilibre plus mauvais que l'homme et des complications aiguës et chroniques plus importantes chez les patients diabétiques de type 1 comparé aux hommes diabétiques de type 1. Je vous remercie pour votre attention.